We are in an emergency. Le 25 janvier 1990, le vol Avianca en provenance de Medellín en Colombie est en attente depuis 2 heures pour se poser à New York. L'avion n'a presque plus de carburant. C'est bon? Oui, atterrissage autorisé. Parlez plus fort parce que je ne La vous météo entends est pas. épouvantable et le Sortez trafic le train. surchargé. Train sorti. Vente d'approche! Taux de chute, 500 pieds. La visibilité est tellement réduite que la piste est presque invisible. Les phares! La piste, où est-elle? La piste, je la vois pas. Et à proximité du sol, des cisaillements de vent menacent la sécurité de l'appareil. Rentrez le train d'atterrissage, rentrez-le! Voici l'histoire du vol Avianca 052. Nord-est des États-Unis. 25 janvier 1990. Les contrôleurs aériens sont inquiets. Une énorme tempête menace toute la côte. Une grosse dépression se déplaçait vers l'est, au-dessus des Grands Lacs, à la rencontre de 2 autres tempêtes. Souvent, les dépressions convergent sur la région de New York, et c'est alors tout le nord-est qui en pâtit. Les conditions météo ne cessent de se dégrader et approchent des minimums obligatoires pour les atterrissages. Des vols sont retardés, certains même annulés, et les passagers mécontents commencent à engorger les aérogares. Malgré ces conditions climatiques très difficiles, les responsables du contrôle aérien à Washington ordonnent aux contrôleurs de l'aéroport Kennedy à New York de respecter un quota d'atterrissage élevé. Pour eux, maintenir le trafic est vital. La pression commerciale qu'ils subissent est terrible. Je vois, mais vous savez qu'on a un quota à respecter. La pression fait partie du métier qui consiste à transporter des passagers d'un point A à un point B. Les compagnies aériennes et les contrôleurs sont payés pour assurer ce fonctionnement. La direction du contrôle régional veut maintenir une cadence d'atterrissage élevée. Un avion toutes les 110 secondes. À l'aéroport de Kennedy, les contrôleurs sont réticents. Ils craignent de ne pouvoir absorber un tel trafic. Le temps est vraiment mauvais. Nous allons nous trouver dans les pires conditions possibles pour faire atterrir les avions à Kennedy. La piste 13 est impraticable. On utilise la 22 à cause des conflits avec les autres aéroports. Et sans parler des vents. Non, c'est trop, 33 avions par heure. C'est 33 par heure, vous n'avez pas le choix. L'aéroport Kennedy est un aéroport international et accueille les compagnies aériennes du monde entier. En cas d'embouteillage, elles risquent d'être les premières victimes. Et qu'est-ce qu'on fait des vols étrangers? Il suffira de les mettre en secteur d'attente. Bon, mais on annonce des cisaillements de vent. On va sûrement avoir des approches interrompues. Cette journée va être très difficile. Je la sens pas du tout. Non. 33 par heure, vous y arriverez. À 7h ou 8h du matin, avant même notre départ de Medellín, tous les éléments du scénario catastrophe sont déjà en place. Quelques heures plus tard, une des pistes principales de l'aéroport Kennedy doit être fermée. Cette fois, les contrôleurs new-yorkais ne peuvent plus faire atterrir 33 avions à l'heure. L'embouteillage devient inévitable. « 7500 km plus au sud, en Colombie, le ciel est bleu avec un grand soleil. Les passagers du vol 052 à destination de New York procèdent à l'embarquement à bord d'un Boeing 707 d'Avianca. Parmi eux, Myriam et Luis Montoya, accompagnés de leurs 2 petites filles. Je me souviens qu'avant d'embarquer ce matin-là, j'ai parlé à un ami qui devait nous prendre à l'aéroport de New York. Il m'a dit que les conditions climatiques étaient mauvaises là-bas. Il faisait froid, il pleuvait et on annonçait du brouillard. Nestor Zarat, lui, rentre à New York après un bref voyage d'affaires. J'ai reçu un appel m'annonçant que si je me rendais à l'aéroport dans la demi-heure, sans poser de questions ni demander quoi que ce soit, je pourrais prendre le vol direct pour New York.
Dans le poste, le mécanicien navigant surveille le remplissage des réservoirs. Le vol 052 d'Avianca va décoller avec 36 tonnes de kérosène, de quoi accomplir le trajet sur New York, plus une réserve de sécurité de 2 heures. Avianca 052, nous sommes prêts au départ, piste 11. Quelques minutes après 15 heures, le vol 052 d'Avianca décolle de l'aéroport de Medellín avec le plein de carburant. Le 707 colombien prend tout de suite un cap au nord, emmenant ses 158 passagers et membres d'équipage vers les États-Unis. Au même moment, à New York, le temps, comme prévu, continue à se dégrader. Et le travail des contrôleurs est de plus en plus difficile. Et replacez-vous sur le circuit d'attente Cameron. Les vols long courriers arrivant sur New York ne peuvent pas faire demi-tour. Ils sont contraints d'accepter les procédures d'attente avant de pouvoir se poser. Alerte au cisaillement de vent sur la finale à 1500 pieds. Les avions s'accumulent dans le ciel new-yorkais. Et la charge de travail des contrôleurs devient vraiment lourde. American Airlines 251, vous êtes autorisé à atterrir. Lorsque Dame Nature s'en mêle, les problèmes dégénèrent. La tension, la pression augmentent. Les décisions deviennent plus difficiles à prendre. JFK, vous avez une idée de l'importance des retards? Alors, j'ai posé la question ici, ils n'en ont aucune idée. Retard indéterminé à cause de la météo. C'est de la folie, les avions interrompent leur approche et ils tournent en rond. Je ne peux pas vous donner de réponse précise. Vous en savez autant que moi maintenant, c'est tout ce que je peux vous dire. New York est dans la tourmente. Et à l'aéroport Kennedy, il ne reste qu'une seule piste en service. Des avions font la queue pour décoller, alors que d'autres attendent pour atterrir. Et les conditions météo sont telles que les approches manquées se succèdent, aggravant encore les retards. Pour l'instant, l'équipage du vol 052 ignore tout de ce qui l'attend. Il n'a pas encore demandé les infos météo sur New York ou sur Boston, son aéroport de déroutement. L'équipage du vol 052 aurait très bien pu se renseigner auprès des différents services. Il aurait pu demander les derniers bulletins météorologiques au centre opérationnel Avianca de Miami. Nous n'avons pas vraiment de preuves que les pilotes se soient renseignés sur les conditions climatiques de Kennedy ou de leur aéroport de déroutement de Boston. Il est pour moi inconcevable qu'une personne ayant en charge la vie d'autrui continue de voler dans des conditions qui se détériorent, sans chercher un moyen de les éviter. Après 4 heures de vol, le Boeing 707 n'est plus qu'à 40 minutes de New York. C'est à partir de maintenant que les choses vont se compliquer. Le commandant de bord s'appelle Laureano Caviedes. L'homme a 51 ans, dont 27 passés chez Avianca, où il est considéré comme un pilote chevronné. Mais il a un handicap. Son anglais est rudimentaire. C'est donc Mauricio Klotz, le copilote âgé de 28 ans, qui va assurer toutes les communications radio. Le troisième homme du cockpit, Mathias Moyano, est un mécanicien de bord expérimenté. Mais tout comme le copilote, c'est un petit nouveau sur le Boeing 707. Ces hommes avaient beaucoup d'expérience. Ils avaient déjà volé plusieurs fois sur New York pour Avianca. Ils connaissaient donc les routes et les procédures. Ils étaient très expérimentés. Problème, le pilotage automatique de l'avion est hors d'usage depuis le départ de Medellín. La panne date du vol précédent, mais la maintenance au sol n'a pas eu le temps de réparer avant le départ pour New York. Résultat, depuis maintenant plus de 4 heures, le commandant pilote le 707 en manuel. Et la fatigue commence à se faire durement sentir. Le 707 est la machine la plus terrible à piloter que j'ai jamais connue. Elle fait ce qu'on appelle du roulis hollandais, c'est-à-dire qu'elle tourne et elle n'est pas stable. Et elle peut être stabilisée évidemment avec le pilote automatique. Lorsque vous êtes en panne de pilote automatique, vous êtes sans arrêt en train de corriger l'avion. Vous ne pouvez pas vous permettre de lâcher le manche 15 secondes, sinon l'avion s'en va. Et ça, c'est épuisant. On est très fatigué et en plus très stressé. Washington, bonsoir. Avianca 052, niveau de vol 370. Avianca 052, centre de Washington, bien reçu. Avianca 052, virage à droite au cap 360. Et soyez prêts à noter vos instructions de mise en attente à Norfolk.
D'accord, virage à droite au cap 3. L'équipage prend contact pour la première fois avec le contrôle régional de Washington. Pour le vol 052, c'est le début des problèmes. Avianca 052, vous êtes autorisé au VER de Norfolk. Maintenez sud à 74, virage gauche et segment de vol. L'avion est dérouté au-dessus de l'océan Atlantique au large de Norfolk. Pour cause d'embouteillage, le contrôle régional l'envoie sur un circuit d'attente, communément appelé un hippodrome. Ce qu'on appelle hippodrome, c'est un circuit qui a la forme d'un hippodrome. Les avions sont entassés les uns sur les autres, espacés de 300 mètres en hauteur. Celui qui est le plus bas, il est pris en charge à chaque fois pour se poser, et les autres descendent d'un cran. On peut attendre comme ça des fois une demi-heure, voire une heure. Pour l'instant, l'équipage n'a aucune indication sur la durée de l'attente. Mais avec une réserve de carburant de 2 heures, ils n'ont guère de raison de s'inquiéter. Le nord-est des États-Unis est l'espace aérien dans le monde le plus encombré. Il accueille tout le trafic national et international à destination des 3 aéroports de la région new-yorkaise, Kennedy, LaGuardia et Newark. Chaque jour, dans cet espace aérien restreint, se croisent des centaines d'avions et des dizaines de milliers de passagers. Un gigantesque balai dirigé par le contrôle aérien. Cette nuit, 6 contrôleurs successifs vont prendre en charge le vol 052. Chacun avec la mission de mener l'appareil en toute sécurité vers sa destination. Maintenez votre altitude à 3000 pieds. Temps d'attente indéterminé pour le moment. Mais ce soir, la tâche est vraiment difficile. Venons de descendre sous les minima. Pour vous donner une idée, 4 appareils ont dû interrompre leur approche sur la 22 droite, qui est notre piste principale. Et quand elle a visibilité, elle se dégrade de minute en minute. Bon, combien d'avions en attente? Les mêmes que tout à l'heure, soit 12 ou 13 appareils, mais on s'attend à de très gros retards d'ici une heure environ. Tandis qu'au sol, les contrôleurs font de leur mieux pour limiter les retards, le vol 052 d'Avianca tourne en rond au-dessus de la Virginie depuis maintenant 19 minutes, attendant patiemment un feu vert pour l'approche finale. Avianca 052, accélérez la descente pour passer au niveau de vol 330 dans 3 minutes. S'il vous plaît. Reçu. Croiserons le 330 dans 3 minutes. Avianca 052. Jusque-là, tout va bien. Le 707 peut prendre la direction de l'aéroport de Kennedy après 20 minutes d'attente, c'est raisonnable. Mais le plus difficile est à venir. Les pilotes entament leur descente et vont entrer dans les nuages et devoir affronter des vents violents et la pluie. Le tout en pleine nuit. Ici le central, où en est la météo chez vous? Pour le moment, elle est très mauvaise. On a beaucoup de cisaillements de vent et aussi des approches interrompues car on voit mal la piste. Vous maintenez les 33 par heure? On essaye, mais sans grand succès pour l'instant. Les vents commencent à forcir. Et on en est à 20% d'approches interrompues par les pilotes. Quand ça va mal dans le nord-est, ça va vraiment très mal et cela touche une zone très étendue. Il y a alors un tas de décisions à prendre rapidement. On ne peut pas se permettre d'attendre une minute. Les avions doivent se poser. Le 707 a maintenant consommé presque tout le kérosène prévu pour le trajet et va bientôt attaquer sa réserve. L'équipage comprend que d'autres retards sont possibles et étudie l'éventualité d'un déroutement sur Boston à 340 km de là. Avianca 052. Avianca 052, à vous. Avez-vous des infos sur les retards pour Boston? Pour Boston, je vais vérifier, monsieur. Merci. Le contrôleur de Washington demande à son assistant de vérifier les conditions à Boston. Mais les deux hommes sont surchargés de travail et finissent par oublier purement et simplement la requête de l'équipage d'Avianca. En attendant une réponse qui ne vient pas, l'équipage commence à brûler sa précieuse réserve de carburant. Redemandez-lui pour Boston. Du nouveau pour les retards à Boston ou est-ce qu'on atterrit à Kennedy? Une seconde, Avianca 052. Il semble que vous aurez à attendre jusqu'à 30 minutes à New York. Dans un instant, vous aurez une autorisation de cap à partir de maintenant, avec une attente supplémentaire de 30 minutes maximum. Sachant cela, voulez-vous toujours que je vérifie l'aéroport de déroutement? Je crois que Boston est... Attendez, je regarde pour Boston. Ok. Nous descendons maintenant au niveau 190 et attendons information sur Boston.
Avianca 052, on m'a informé que Boston est ouvert et qu'ils acceptent des entrées si vous avez vraiment besoin de cet aéroport de déroutement. Bien reçu, un petit instant. Le mécanicien de bord se met à calculer la quantité de carburant qu'il restera après 30 minutes d'attente supplémentaire. Mais le contrôleur est plus rapide. Sans attendre la réponse, il décide de placer l'avion sur un deuxième circuit d'attente. Ok, Avianca 052. Tournez à droite, maintenez Cameron secteur d'attente et maintenez niveau 190. L'avion colombien est maintenu sur un nouveau circuit d'attente, appelé Cameron, et situé au large à 90 km de l'aéroport Kennedy. Pendant toute cette attente, je priais et j'essayais de regarder où l'on allait atterrir. Quand allons-nous nous poser? Je veux sortir d'ici. Merci. Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord. Je vous prie d'excuser ce retard, mais nous allons devoir tourner en attendant notre tour pour atterrir à New York. Veuillez donc rester assis, ceinture attachée. Nous devrions bientôt nous poser. Merci. À un moment, le commandant nous a annoncé que la région de New York était encombrée, qu'on nous mettait en attente pour quelque temps et qu'il nous tiendrait informés. En fait, ce sont les dernières informations que les passagers recevront de la part de l'équipage. Avianca 052, descendez, maintenez altitude 14 000 Q. Le vol 052 quitte le contrôle régional de Washington pour passer avec le contrôle local de New York. Ok, Avianca 052. C'est là où la pression est la plus forte. Les contrôleurs ont une vingtaine d'appareils en vol en attente d'atterrissage et une douzaine d'autres au sol prêts au décollage. Avianca 052, bien reçu. Dans le poste, la fatigue et l'énervement commencent à se faire sentir. Les hommes volent depuis 5 heures et tournent en rond dans des conditions difficiles depuis plus d'1 heure. Les passagers aussi commencent à trouver le temps long. Tout le monde maintenant est pressé d'atterrir et de rentrer chez soi. Lorsque le vol s'est prolongé, nous avons commencé à nous inquiéter. Depuis le départ, ma femme avait le bébé dans les bras et nous nous demandions ce qui pouvait arriver. Après tout, ils ne nous donnaient aucune information et la plupart des passagers commençaient à s'énerver. Enfin, la bonne nouvelle arrive. Le contrôle autorise le vol Avianca 052 à atterrir. Avianca 052, visibilité piste Kennedy, 730 mètres. Acceptez-vous l'approche? Affirmatif, monsieur, on accepte. L'équipage est soulagé. Dans quelques minutes, ils seront au sol. Enfin, c'est ce qu'ils croient. Car devant eux, les avions qui les précèdent ont bien du mal à se poser. Plusieurs d'entre eux ratent leur approche et sont forcés de recommencer. Évidemment, cela prend du temps et entraîne de nouvelles attentes. Continuez à gauche et prenez le cap 230 pour une nouvelle mise en attente à Cameron. Et c'est reparti pour un nouvel hippodrome. Okay. 230, mise en attente à Cameron. Kennedy, Avianca 052. Avianca 052, allez-y. Merci, monsieur. Avez-vous une estimation? Avianca 052, je regarde si vous pouvez entrer tout de suite. Merci. L'équipage croit à un simple contretemps, l'affaire de quelques minutes. Malheureusement. Avianca 052, nous venons de changer l'ordre d'attente. Temps indéterminé pour l'instant. Avianca 052, tournez à gauche. Cap 090. Attente à Cameron, maintenez 11 000 pieds. Le pire qui puisse nous arriver quand on est pilote, c'est l'inconnu. Combien de temps on doit attendre? Il faut que le contrôle puisse dire, mais il ne le sait pas toujours. Il vous met en attente une première fois, puis après il vous dit, ah ben non, on a changé l'avion, on vous met en attente une deuxième fois, voire une troisième fois, et là évidemment, ben, l'angoisse, elle grossit, le stress, il commence à se faire sentir dans l'équipage. 20h55. L'attente dure depuis 1h20. L'équipage est à la fois inquiet mais résigné. Est-ce de la timidité? Pour l'instant, ils n'ont émis aucune protestation auprès des contrôleurs. Pour les faire réagir, il va falloir une nouvelle attente. Avianca 052, prochaine autorisation à 2h05. Ça vous fait une attente de 20 minutes. Cette fois, les Colombiens commencent véritablement à s'inquiéter. 0205. Monsieur, demandons la priorité. Nous manquons de carburant. Combien de temps pouvez-vous attendre et quel est votre aéroport de déroutement? Attendez une minute. Le mécanicien navigant calcule rapidement le carburant restant.
attendre 5 minutes, monsieur. C'est tout ce que nous pouvons faire. Bien reçu. Et votre aéroport de déroutement, c'est lequel? Nous avons dit Boston. Mais il est très encombré, je crois. Pouvez-vous répéter votre aéroport de déroutement? C'était Boston, mais c'est trop tard, on ne peut plus y aller. On tomberait en panne. Avianca 052. Vous êtes autorisé pour l'aéroport Kennedy via Cap 040. Maintenez 11 000 pieds, vitesse 180. Lorsque les pilotes d'Avianca comprennent que le contrôleur au sol les prend en charge et qu'il leur donne un cap à une altitude inférieure, je suis certain qu'ils ont cru qu'on allait s'occuper d'eux. Ils en ont d'ailleurs parlé dans le cockpit. Est-ce que vous pouvez en accepter 4 Les contrôleurs jonglent avec les avions et les priorités. À chaque seconde, ils doivent faire des choix essentiels. À moins d'en inventer, je peux pas vous donner de délai. Ce type me tue. Avianca 052 ne peut tenir que 5 minutes. Vous pouvez le prendre ou est-ce que je l'envoie vers son aéroport de déroutement? Quelle est sa vitesse actuelle? Honnêtement, je n'en suis pas sûr. La vitesse d'attente. Ralentissez-le à 180 nœuds. Répétez. Ralentissez-le à 180 nœuds et je le prendrai. Vous vous en sortez? On est en attente sur toute la côte. Ben voilà un bon exercice. Mais en transférant le vol Avianca à son collègue, le premier contrôleur oublie de lui donner une information capitale. L'avion est à court de carburant. Personne n'en a parlé au contrôleur suivant. C'est pourquoi lorsque le vol d'Avianca le contacte par radio, il répond seulement « Ok, je vous ai, dirigez-vous sur Kennedy » ou « Je vais vous mettre en attente au-dessus du prochain point d'approche ». Il n'y avait plus d'alternative. L'avion devait atterrir à Kennedy. Avianca, descendez et maintenez 7000 pieds. Descendons à 7000 pieds. Avianca 052. Avianca 052, avant d'y aller, je vous signale un cisaillement de vent en finale à 1500 pieds. Tournez à gauche, cap 090. Gauche, cap 090. Avianca 052. L'information sur les cisaillements de vent en altitude avait déjà été transmise. Mais le cisaillement de vent à très basse altitude, sous les 150 mètres, n'avait pas été signalé. Ayant clairement annoncé leur faible autonomie en carburant, l'équipage est persuadé que les contrôleurs vont les faire atterrir en priorité. Ils ignorent totalement que l'information carburant s'est perdue entre deux contrôleurs. Évidemment, en cabine, les passagers sont loin d'imaginer la réalité de leur situation. Ensuite, la procédure de remise des gaz stipule que la puissance doit être progressive. Dans le poste, l'équipage est maintenant en train d'étudier la procédure de remise de gaz. Visiblement, les atterrissages sont difficiles et si à 100 mètres d'altitude, ils n'arrivent pas à voir le seuil de la piste, ils devront renoncer à se poser et refaire un tour. Doit être progressive pour éviter des accélérations rapides. Et cela tout en s'efforçant de maintenir un cabrage minimum. On doit maintenir quoi? Le cabrage, commandant. Il faut qu'il soit le plus faible possible. Ça veut dire qu'on a tout intérêt à ne pas... Si on relève trop fortement le nez de l'avion, le peu de kérosène restant risque de basculer vers l'arrière des réservoirs et de désamorcer les pompes à carburant. La remise des gaz est trop brutale. Le kérosène se concentre à l'arrière des réservoirs et il n'y a plus assez de carburant pour l'alimentation, ce qui peut provoquer une extinction de moteur. C'est pourquoi il est vital de rebaisser aussitôt le nez de l'avion. Très bien, alors mettons le cap maintenant sur l'aéroport. Voyons, on doit encore parcourir une quarantaine de kilomètres. Reçu. On va les avoir, nos hamburgers. Avianca, descendez et maintenez 3000 pieds. Descendons et maintenant 3000 pieds. Avianca 052. 3000 pieds? Ils nous guident au radar. Non, ils nous font descendre, là. Ils nous donnent la priorité. Avianca 052, contactez la tour de Kennedy, 119 décimales 10. Bonne journée. À quelques minutes du seuil de piste, le vol Avianca est transféré une dernière fois. C'est maintenant le contrôleur de la tour de Kennedy qui le prend en charge. Avianca 052, tour de Kennedy, 22 gauche. Alors vous êtes numéro 3 après Boeing 727. 16 km à parcourir. Avianca 052, bien sûr. C'est bon, je peux sortir le train? Non, je crois qu'il est trop tôt. Si nous sortons le train d'atterrissage, nous serons obligés de cabrer l'avion, ce n'est pas ce qu'on veut. Le copilote a le bon réflexe. Et puis sortir le train augmente la traînée, nécessite plus de puissance des moteurs, qui du coup consomment plus de précieux carburant. J'étais si content, un vrai plaisir. Nous allions bientôt nous poser et tout ceci allait prendre fin. Avianca 052, quelle est votre vitesse? Avianca 052, 140 nœuds. Avianca, pouvez-vous augmenter votre vitesse de 10 nœuds? De combien? 10? Ok, accélération de 10 nœuds. Accélérez, accélérez. 10 nœuds de plus.
Parlez-moi plus fort, je ne vous entends pas. Sortez le train. Le commandant parle peu l'anglais et a du mal à suivre les discussions entre son copilote et les contrôleurs. 22 gauche, Et le bruit des moteurs n'arrange rien. 20 nœuds, autorisé atterrissage. Autorisation d'atterrir Avianca 052. Vérification des vents. 190 degrés, 20 nœuds. L'équipage sait que les conditions sont véritablement limites. La météo est mauvaise et les réserves de carburant sont épuisées. Ils n'ont pas véritablement le droit à l'erreur, ils doivent poser l'avion. Avianca 052, donnez votre vitesse. 170 nœuds. On peut atterrir, c'est bon? Oui, nous avons l'autorisation. Bien reçu. Voler à 50. Checklist d'atterrissage terminée. Il fallait absolument que le vol 052 atterrisse du premier coup à Kennedy. Les boîtes noires ont montré que le commandant était très inquiet à propos du carburant. Il a demandé de façon agressive au copilote de sortir les volets pour préparer l'avion. Le mécanicien navigant savait qu'ils étaient au bord de la panne sèche. Et quand ils ont entamé leur première approche, il aurait dû prévenir les pilotes qu'ils n'auraient pas de seconde chance. Et il ne l'a pas fait. Donnez-moi 50. Voler à 50. Prêt pour l'atterrissage? Phare prêt. Légèrement en dessous du plan de descente. Hauteur 1000 pieds, instrument vérifié, légèrement en dessous. En attente pour les phares. Phare prêt. Le vent vient légèrement de la gauche au 190 pour 20 nœuds. Sous la pente d'approche. Il reste moins de 10 minutes de carburant. Le 707 est à 4 km de la piste et affronte maintenant des cisaillements de vent particulièrement violents. Un cisaillement de vent, c'est quoi? Un avion se déplace avec sa masse d'air. Il se trouve que pour des raisons météo, il y a une autre masse d'air dans l'autre sens. Lorsqu'il passe d'une masse d'air à une autre, il peut y avoir une perte de vitesse jusqu'à 100 km/h et près du sol, ça peut être très dangereux. Cisaillement de vent! Brutalement, l'avion perd de la vitesse et commence à s'enfoncer vers le sol. Plan de descente. Dot chute. L'avion est sous son plan normal de descente et le commandant n'arrive pas à voir la piste perdue quelque part devant dans le brouillard. Les phares. La piste, où est-elle? Quoi la piste? Je la vois pas. L'alarme de proximité du sol se déclenche, avertissant les pilotes qu'ils sont trop bas. Plan de descente. Dot chute. 500 pieds minutes. À 3 km de la piste toujours invisible, le commandant décide de remettre les gaz. Réacteur à pleine puissance, l'avion reprend de l'altitude et consomme ses derniers litres de kérosène. Rentrez le train, rentrez le train! L'avion se trouvait à environ 70 mètres au-dessus du sol et à 4 km de la piste, soit bien en dessous de la pente d'approche, ce qui est très dangereux. L'appareil a donc failli s'écraser lors de sa première approche. Quand vous ratez votre approche, ça vous change la donne. Je demande une autre approche. Nous effectuons une approche interrompue. Avianca 052 à vous. Redresser l'avion après l'approche manquée a été une manœuvre très violente. Nous avons tous été plaqués contre les dossiers de nos sièges. C'est épouvantable de se rendre compte qu'on va s'écraser. On a commencé à prier, et puis je me suis évanoui. Je ne pouvais plus supporter ça. Pour remonter l'avion à une altitude de sécurité, le commandant tire très fort sur le manche et cabre fortement l'appareil. Les réservoirs presque à sec, le risque de désamorçage des pompes carburant est alors important. On ne peut pas accélérer trop rapidement, ni faire remonter l'avion aussi vite. Doucement avec le nez, commandant. Doucement, ne cabrez pas trop l'avion. Il faut faire très attention lorsque vous avez moins de 3 tonnes de carburant, car vous pouvez le faire basculer à l'arrière du réservoir et empêcher l'alimentation des moteurs. Monsieur Rassé, La remise brutale de gaz a terrifié les passagers, et certains perdent leur calme. asseyez-vous, nous allons atterrir. Assis. Et bouclez votre ceinture. Daniela, mon bébé, a commencé aussi à se sentir mal et s'est mise à pleurer. Je ne sais pas si nous avons alors réalisé que
quelque chose allait arriver. J'ai détaché mon bébé au cas où il y aurait un problème. Elle était très petite et j'aurais pu l'écraser de tout mon poids. Je l'ai prise dans les bras et nous nous sommes mis à prier. J'ignore ce qui s'est passé avec la piste, je n'ai rien vu. Oui, moi non plus. Je n'ai vu aucune piste. Avianca 052, vous êtes en Virage à gauche, c'est exact, monsieur? Dites-lui que nous sommes en détresse. 2000 pieds. C'est exact, au cap 1-8. 0, nous allons réessayer. Mais nous sommes à court de carburant. Entendu. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Je l'ai prévenu qu'on allait essayer une seconde fois. Oui, mais est-ce que vous lui avez dit que nous sommes en détresse? Je vous l'ai dit, commandant, je viens de le prévenir. Mais à cet instant précis, le contrôleur de la tour termine son service et transfère le vol 052 à un de ses collègues de l'approche. Il leur faut alors tout reprendre à zéro. Approche, Avianca 052, en procédure d'approche interrompue. Et nous maintenons 2000 pieds. Voler à 14. L'équipage devrait lancer un Mayday, un SOS en langage aéronautique, mais il n'en fait rien. Ok, montons et maintenant 3000 pieds. On est à court de carburant, monsieur. Ok, bon, alors volez cap 080. Est-ce qu'il sait qu'on va manquer de carburant? Oui, je l'ai déjà prévenu, commandant. Contentons-nous de maintenir 3000 pieds, il va nous ramener. Le fait de revenir sur le circuit, de tourner au-dessus du terrain et se remettre en approche aggrave l'encombrement d'avions sur Kennedy. Avianca 052, je vais vous ramener à environ 17 nautiques nord-est, puis vous faire revenir pour l'approche. Ça ira pour le carburant? Qu'est-ce qu'il a dit? Ben dis donc, il est en pétard. Oui, j'ai remarqué. Allez, on se concentre. Les pilotes frôlaient la panne sèche et ils n'ont rien dit. Ils ont accepté que le contrôleur les fasse revenir sur le premier circuit, à 30 km au nord de la radio borne extérieure. L'équipage suit les instructions. Le contrôle les envoie sur un nouveau circuit d'approche alors que les moteurs consomment leur dernière goutte de carburant. Et pourtant, les pilotes ne se déclarent toujours pas en situation de détresse. Ils pensaient être pris en charge et avoir assez de carburant pour faire le tour et se remettre en approche. Mais en cours de route, le contrôleur les a fait virer plein nord à cause des encombrements. Ils ont alors dû s'éloigner vers Long Island pour repasser toutes les balises, ce qui équivaut à un détour supplémentaire de 15 à 20 minutes. Il vous a donné l'autorisation? Vous pouvez déjà nous autoriser en finale, Avianca 052. Avianca 052, affirmatif. Tournez à gauche, cap 040, montez et maintenez 3000. Négatif, monsieur. Nous sommes à court de carburant. Très bien, tournez à gauche, cap 310, monsieur. Mettez les volets à 14. Bon, vous êtes numéro 2 à l'approche. Je dois juste faire assez de place pour que vous puissiez y arriver sans devoir à nouveau repartir. Ok, on est numéro 2 et on vole au cap 360. Avianca 052, tournez à gauche, cap 330. L'éclairage de bord commence à vaciller. C'est le premier indice annonçant la panne sèche. Cap 330, Avianca 052. Lorsque le carburant cesse d'alimenter la pompe, une lumière orange s'allume pour indiquer que le réservoir est vide. Extinction! Extinction du moteur numéro 4! Il est éteint, c'est sûr? Extinction du moteur numéro 3! Montrez-moi la piste! En entendant les moteurs s'éteindre, les passagers comprennent instantanément la situation. Lorsque les moteurs se sont arrêtés, j'ai regardé la femme assise à côté de moi et lui ai demandé de me donner sa main. J'ai accepté avec fatalité que j'allais mourir là. C'était comme ça. Avianca 052, nous venons de perdre 2 moteurs et demandons à atterrir en priorité. Ok, Avianca, tournez à gauche cap 250 pour intercepter l'axe de la balise. 250, bien sûr. Sélectionnez l'ILS. ILS. Avianca 052, vous êtes à 20 nautiques du seuil de piste, maintenez 2000 pieds jusqu'au point de descente. Autorisez interception ILS, 22 gauche. Bien sûr, Avianca. Vous avez mis l'ILS? Il est réglé sur 2. Vos moteurs s'éteignent. Il vous reste plus d'énergie à bord. Il reste les batteries et les commandes de vol, puisque sur ces avions, sur ces 707, c'est encore des commandes mécaniques, à câble. Donc vous pouvez piloter l'avion, comme un planeur. Sauf que vous avez très peu de temps pour réagir. Vous êtes à 1000 mètres de hauteur, vous avez 5-6 km. C'est-à-dire si vous n'avez pas un terrain quasiment en dessous, vous êtes mort. Dans la cabine, on entendait des hurlements, des pleurs.
Et puis ce bruit terrible du vent contre le fuselage pendant que l'avion plongeait. Avianca 052, contact radar perdu. On a perdu le contact à cause du mauvais temps. Ok, et seulement ils ont perdu un moteur. On essaie de savoir pourquoi. On n'a plus de contact radio, ils sont à 24 km nord-est de Kennedy. Ah, fantastique. Clipper 8, tournez à gauche, cap 180. 6h30 après avoir quitté la Colombie, le vol 052 d'Avianca est porté disparu au-dessus de New York. Yes, hello. I live in Cove Neck in Oyster Bay, and there is a plane crashed in our yard in front of our house. Lorsque je suis revenu à moi, j'ai d'abord touché mon dos, je saignais. J'ai dit, mon Dieu, on s'est écrasé. J'avais les 2 jambes cassées et j'étais couvert de sang. Le siège de ma fille était complètement détruit. Détruit par des pièces de métal qui provenaient de l'aile de l'avion. J'ai trouvé mon bébé Daniela sur un siège tordu et en lambeaux. Lorsque je l'ai prise, elle était couverte de sang. Le vol 052 d'Avianca s'est écrasé en plein cœur d'une forêt à Long Island, à moins de 30 km de l'aéroport de Kennedy. Les premiers secours sont rapidement sur place pour soigner les survivants. J'ai d'abord entendu des gens crier de douleur, mais j'ai tout de suite compris que lorsque l'avion avait heurté la montagne, il s'était arrêté net. It just fell out of the sky. That's how witnesses describe the crash of Avianca Flight 52. A strangely silent crash. There's not a big fire here. That will make it easier for investigators to examine if there were any gas or engine problems. There have been reports of lightning in the area just before the plane went down. The controllers union says that Kennedy is critically understaffed. A problem that is compounded by bad weather. Rescuers have not yet given up on finding more victims. La première chose dont je me souviens est d'avoir levé la tête et vu un prêtre prier pour moi. Il nous avait allongés sur le sol et des hélicoptères volaient au-dessus de nous. J'ai réussi à monter en haut du fuselage. Sur la poignée d'une porte était écrit « Tirez ici en cas d'urgence ». Alors j'ai tiré cette poignée. Elle s'est entrouverte sur 10 cm. J'ai tiré et j'ai vu des quantités de gens sanglés dans leur siège. La violence du choc a brisé le fuselage. Le cockpit a été projeté à travers un bosquet d'arbres dans la véranda d'une maison à 25 mètres de là. Nous n'avons pas pu arriver jusqu'au pilote dans le cockpit. Leur siège bloquait la porte du poste. En plus, ils s'étaient empilés tous du même côté, créant un poids supplémentaire. Cette inertie a fait basculer le cockpit sur la gauche. C'est un arbre qui a arrêté sa chute. Enseveli sous les débris, le commandant de bord est le seul membre de l'équipage à être encore vivant. Quelqu'un à l'arrière, s'il vous plaît. Oui, comme ça. J'ai vu des câbles et un gros trou dans le fuselage, au-dessus de mes voisins, qui avaient l'air inconscients. Il y avait au-dessus de moi un homme grand et fort, en sang. Je ne le connaissais pas, mais il était sur moi, j'étais assis. Grâce à ces câbles, je me suis hissé jusqu'à cette ouverture, au-dessus de l'aile. J'ai commencé à hurler « Aidez-moi à sortir, par ici !» Lorsqu'ils se sont rendus compte que j'étais vivant, ils ont retiré cet homme au-dessus de moi et ils m'ont sorti de l'avion. À ce moment-là, un pompier escaladait l'aile de l'avion.
En me voyant, il a dit « Il y a un homme ici » et il m'a extirpé de l'avion. La mobilisation est générale. Les pompiers et les ambulances affluent de toute la région pour évacuer le plus rapidement possible les blessés graves. Cette petite fille était assise sur le fuselage et criait « Mi madre, mi madre ». Cette image d'horreur est gravée dans mon esprit, dans mes yeux. J'ai vu sa mère et je savais que la petite fille la voyait aussi. C'était épouvantable pour moi et je suis secouriste professionnel. Je me suis rendu compte que mon bébé agonisait. J'ai hurlé « Aidez-moi, s'il vous plaît. J'ai 2 bébés ici. S'il vous plaît. » Le 707 s'est écrasé dans la banlieue chic de Cove Neck, près de la maison du père de John McEnroe, le champion de tennis. Un hôpital de fortune est même installé sur ses pelouses. En quelques heures, les 86 survivants sont évacués. Parmi eux, le commandant de bord qui décédera quelques jours plus tard des suites de ses blessures. Parmi les 16 enfants enregistrés sur la liste des passagers, 3 seulement sont retrouvés vivants. Mais les morts ne sont pas tous des passagers ordinaires. La police découvre des mules, le surnom donné à ces petits passeurs travaillant pour les cartels colombiens. Avant le départ, chacun d'entre eux a avalé plusieurs boulettes de cocaïne pour les introduire clandestinement aux États-Unis. Par la suite, c'est devenu un problème. Des officiers de police ont été mis en faction à la morgue parce qu'ils craignaient que le cartel ne vienne voler les cadavres qui valaient $1 million chacun. Or, le cartel attendait ces nombreuses livraisons. Quelques heures après le crash, les inspecteurs de l'aviation civile américaine arrivent sur les lieux pour essayer de retrouver les boîtes noires. J'ai saisi la boîte noire par la poignée et la leur ai donnée à travers la porte. Avant même que tous les passagers ne soient sortis de l'épave, l'enquête commence. À sa tête, Barry Trotter, du Bureau de la sécurité des transports américains. Barry Trotter est un ancien pilote de ligne qui a rejoint l'administration après avoir perdu son bras droit dans un accident de moto. C'était vraiment étonnant de constater l'état de l'épave. Le gros de la structure avait résisté. L'appareil avait heurté une pente d'environ 28 degrés. Les ailes et les arbres l'ont freiné. Il a glissé sur 8,50 m seulement. Il s'est donc arrêté net à l'impact. Dès les premières constatations, les enquêteurs comprennent rapidement la raison pour laquelle l'appareil s'est écrasé. On a tout de suite repéré les moteurs et constaté qu'ils ne tournaient plus au moment de l'accident. Ce fut notre premier indice important. Trotter et son équipe analysent les réservoirs de carburant et découvrent qu'ils ne contiennent plus qu'une vingtaine de litres de kérosène. La raison de l'extinction des moteurs est évidente. Reste à comprendre comment l'avion a pu se retrouver en panne sèche, au-dessus de New York. Et la faute à qui? La question est capitale et sa réponse vaut des millions de dollars que les assurances vont devoir verser aux familles des 72 victimes. Les boîtes noires sont envoyées au laboratoire du Bureau de la sécurité des transports à Washington. Il faut maintenant récupérer les précieux enregistrements. Le premier concerne toutes les données du vol. Le cap, la vitesse, l'altitude, l'assiette, les paramètres moteurs. Mais une mauvaise surprise attend les enquêteurs. Nous avons ouvert l'enregistreur des données de vol et nous l'avons transmis à notre laboratoire de Washington. Ils ont découvert que la protection en aluminium n'était pas agrafée. Quelqu'un avait volontairement collé l'aluminium pour qu'il ne s'envole pas, le rendant inactif avant de le remettre en place. L'autre boîte noire enregistre tous les sons dans le poste de pilotage, ainsi que les échanges radio durant les 40 dernières minutes du vol. Fort heureusement, celle-là a correctement fonctionné. Oui, monsieur, atterrissage autorisé. Stand-by. Prêt pour l'atterrissage.
Sur la panne d'approche. Les transcriptions des enregistrements démontrèrent que le commandant de bord ne comprenait pas les communications radio du copilote, qui étaient faites en anglais. Tout le monde accuse le commandant, mais il est peut-être la dernière personne décisionnaire. Le scénario qui a placé le commandant dans cette situation a été élaboré par plusieurs personnes tout au long du voyage. Le commandant demande à 9 reprises au copilote de corriger, de clarifier, de répéter ou de transmettre une information. Je l'ai prévenu que nous allions essayer une seconde fois. Oui, mais est-ce que vous lui avez dit que nous sommes en détresse? A-t-il intentionnellement provoqué la panne de carburant? Non, il a été entraîné dans cette situation par les contrôleurs aériens qui l'ont mené jusqu'à la panne. Dès l'entrée de l'avion dans l'espace aérien de New York, il y a eu des ruptures de communication entre les pilotes, entre l'équipage et les contrôleurs, et entre les contrôleurs eux-mêmes, qui ont oublié de se transmettre les éléments concernant le carburant. Ce sont de multiples ruptures dans de multiples domaines qui sont à l'origine de cet accident. L'enregistrement confirme également que l'équipage a tenté un atterrissage extrêmement difficile, avec une visibilité nulle et des cisaillements de vent. Cisaillement de vent! Rentrez le train! Durant la finale, avec les cisaillements de vent, le commandant de bord a eu beaucoup de mal à maintenir la pente d'approche. Il ne voyait pas l'aéroport et il a été obligé de remettre les gaz. Cette manœuvre a quasiment condamné l'avion. Sur le trajet, les pilotes ont été informés de la présence de vent cisaillant à une altitude de 450 mètres. Mais durant l'approche, ils les ont rencontrés plus bas, à 90 mètres au-dessus du sol. Or, les contrôleurs ne leur avaient jamais transmis cette information. L'équipage du vol 052 a sans doute été surpris. Ils ne s'attendaient pas à des cisaillements de vent à une altitude aussi basse. Et ils ont frôlé le crash à 3 km de la piste. La piste? Je la vois pas. Dans leur malheur, leur seule chance fut l'absence de kérosène. Elle a évité tout début d'incendie et a permis à plus de la moitié des passagers de survivre à l'accident. Si l'avion n'avait rencontré aucun relief, il se serait posé et aurait simplement glissé jusqu'à l'arrêt. En l'absence de kérosène, il n'y aurait pas eu d'incendie et la majorité des gens auraient probablement survécu. Lors du procès, les contrôleurs se défendent et s'abritent derrière le vocabulaire. Pour eux, l'équipage a demandé une simple priorité, sans jamais se déclarer véritablement en situation de détresse. Pour l'État, le pilote ne s'était jamais déclaré en situation de détresse et personne n'avait eu conscience de son problème. Mais lorsque vous déclarez être à court de carburant et que vous refusez l'aéroport de dégagement, il n'est pas nécessaire d'employer le mot détresse. Négatif, monsieur. Nous sommes à court de carburant. Nous venons de perdre 2 moteurs. Demandons la priorité. En demandant la priorité, les pilotes étaient persuadés que les contrôleurs avaient compris qu'ils étaient en détresse. En espagnol, le mot priorité signifie « prêtez-moi attention, aidez-moi, j'ai besoin de vous immédiatement ». Je ne sais pas si dans d'autres langues, cela signifie que l'on peut attendre. Pour moi, priorité signifie priorité. Si vous demandez à un enfant le sens de ce mot, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il ne va pas vous parler d'urgence. Avianca 052... Seulement dans le vocabulaire aéronautique, le mot priorité ne correspond pas à une situation de détresse. L'équipage aurait dû lancer un SOS. En langage aéronautique, le mot Mayday, répété 3 fois. Les enquêteurs américains concluent que la gestion du vol 52 par les contrôleurs était adéquate, compte tenu des informations transmises par l'équipage. Une conclusion choquante pour les familles des victimes et pour les survivants. Pour eux, les contrôleurs aériens ont commis de réelles erreurs. Durant le procès, les avocats des victimes de l'accident accusent les contrôleurs de ne pas avoir réagi de manière correcte lorsque l'équipage a annoncé ne plus avoir de carburant. Finalement, pour éviter une condamnation, l'Agence fédérale de l'aviation américaine, qui emploie les contrôleurs, décide d'une solution à l'amiable. Et elle paie 200 millions de dollars d'indemnité aux victimes du crash.
Si vous écoutez les enregistrements et lisez les transcriptions des cassettes de chacun des centres de contrôle sur le trajet de l'avion jusqu'à la tour de l'aéroport de Kennedy à New York, vous constaterez qu'à 20 reprises, l'accident aurait pu être évité si quelqu'un avait réagi différemment. Les petites filles des Montoya font partie des 86 survivants du vol 052. Daniela, à l'époque bébé, est aujourd'hui une adolescente qui se prépare à entrer en faculté. La veille de prendre cet avion, nous avions fait un long trajet pour voir la Vierge Marie, un sanctuaire très important à Medellín. Peut-être devons-nous à Dieu et à la Vierge d'avoir survécu tous les quatre. C'était miraculeux et nous nous sentons protégés par ça. Pour beaucoup de survivants, se remettre de leurs blessures a été finalement plus facile que de comprendre pourquoi le vol 052 s'est écrasé à la suite d'une panne sèche. J'ai dû réapprendre à marcher. Les blessures sont très difficiles à endurer. Et ça me rend furieux de penser qu'un avion s'est écrasé avec 161 personnes à bord et que près de la moitié d'entre elles ont été tuées, juste à cause d'un mot.